Bonjour Alain Juppé, Bonjour. ancien Premier ministre, maire de Bordeaux, ancien ministre des Affaires étrangères et aussi ministre de la Défense. Merci d'être notre invité. On va bien sûr parler dans quelques instants du Mali, de l'Europe. D'abord un mot sur les élections en Israël, cette défaite relative de Benjamin Netanyahou et des Faucons, et notamment la relative victoire du centre avec Yair Lapid. Est-ce que ça pourrait relancer le processus de paix ? C'est une surprise, hein. Vous laissez entendre vous-même. Je pense que le positionnement de ce nouvel acteur de la vie politique israélienne permet d'être peut-être un peu plus optimiste sur la relance du processus de paix. Il y a moins de cap à droite, si je puis dire. Or, vous savez que pour nous, c'est l'essentiel. Les Israéliens choisissent les dirigeants qu'ils souhaitent avoir, mais notre intérêt, c'est de voir les protagonistes, les Palestiniens et les Israéliens, se remettre autour de la table de négociation. Donc j'espère que la constitution du nouveau gouvernement israélien permettra d'avancer dans cette direction. Pour l'instant, on est bloqué, il faut quand même le rappeler. L'Europe. James Cameron, le Premier ministre britannique, a jeté un coup de froid en disant qu'il voulait organiser un référendum d'ici 2017 sur l'appartenance ou non de la Grande-Bretagne à l'Union européenne. C'est grave ? C'est grave, mais je crois qu'il faut clarifier la situation, d'une manière ou d'une autre. Nous avons bien sûr besoin de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, mais pas à n'importe quel prix. Nous avons besoin d'aller plus loin aussi dans la construction d'une Europe plus intégrée sur le plan monétaire, sur le plan budgétaire, sur le plan fiscal. Alors ce n'est pas l'approche de la Grande-Bretagne. Donc il faut que la Grande-Bretagne dise ce qu'elle veut, et sans doute faudra-t-il aller vers une organisation de l'Europe qui permette à ceux qui veulent avancer plus vite de le faire, sans être paralysés par ceux qui veulent rester un peu en retrait. Ça veut dire une Europe à la carte ? Vous savez que le vocabulaire a beaucoup évolué. évolué. Laurent Fabius a dit ce matin qu'il n'en voulait pas de l'Europe à la carte. Non, je pense que c'est incontournable et que nous aurons, dans les années qui viennent, si nous voulons en tout cas que l'Europe progresse, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique et sur le plan de la défense, il faudra bien qu'en utilisant ce qui est déjà prévu dans les traités, c'est-à-dire les coopérations renforcées, on puisse aller plus loin sans attendre forcément tout le monde. Ça veut dire, comme le dit James Cameron, que l'Europe devra, finalement, la relation avec la Grande-Bretagne, se baser uniquement sur le marché unique ? C'est le choix des Britanniques de le faire. Nous, ce n'est pas notre vision de l'Europe. Nous voulons plus qu'un marché unique. Et d'ailleurs, nous avons plus qu'un marché unique. Nous avons une monnaie unique, nous avons maintenant une supervision bancaire unique. Les Britanniques n'ont pas voulu de tout cela. Bon, c'est à eux de dire ce qu'ils souhaitent maintenant vis-à-vis du projet politique dont nous sommes, nous, porteurs. Oui, et est-ce que l'Europe pourrait se passer de la Grande-Bretagne ? Le mieux serait qu'elle reste avec nous, mais je le répète, pas à n'importe quel prix. La Grande-Bretagne veut fixer des conditions, à nous aussi de fixer nos propres conditions. Nous ne laisserons pas diluer la construction européenne et défaire ce que nous avons eu tant de mal à faire depuis un demi-siècle. Mais la Grande-Bretagne veut une réforme profonde de l'Union européenne. Et quelle réforme ? À elle de le dire, à elle d'exprimer son point de vue et à nous de défendre notre propre point de vue. Vous avez vu ce qui s'est passé hier, Oui. 50e anniversaire du traité de l'Élysée. La France et l'Allemagne ont une vision commune de la construction européenne. Et nous devons être en initiative. Les Anglais auront à se positionner par rapport à cette vision que nous proposons. Ce n'est pas à nous d'attendre le diktat britannique. Oui, mais alors hier notamment, on a proposé en mois de mai des annonces de réforme pour l'euro. Est-ce que ça peut suffire ? Bon, je pense que ça, non seulement ça ne peut pas suffire, mais ce n'est pas exactement ce qu'attendent les Britanniques. La réforme pour l'euro, c'est plus d'intégration dans les mécanismes de décision européenne. On a déjà franchi un premier pas avec le traité européen. Il faut aller plus loin. Je pense notamment à ce qui concerne l'intégration fiscale. On ne pourra pas indéfiniment faire fonctionner l'Europe avec des systèmes fiscaux aussi divergents que ceux que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, nous avions amorcé avec Nicolas Sarkozy un premier travail avec les Allemands pour aller dans ce sens. Les Britanniques ne sont pas sur cette ligne-là, donc à eux de choisir. Oui. L'annonce de la taxe sur les transactions financières en Europe, c'est une victoire a posteriori de Nicolas Sarkozy ? Oui, j'ai vu les efforts qu'il a fait dans le cadre du G20 en particulier pour obtenir une décision de principe, dans le cadre européen aussi. On dit toujours que la France s'aligne systématiquement sur l'Allemagne. Vous savez que nous cherchons des compromis, et dans ce cas précis, c'était une idée française qui a rallié maintenant, je crois que c'est 15 de nos partenaires. Je crois que c'est un pas en avant considérable, mais la Grande-Bretagne n'en sera pas. Oui. Jean-François Copé avait accusé François Hollande d'avoir détérioré la relation franco-allemande. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on ne sent pas une empathie extraordinaire entre la chancelière et le président français. Ce qu'on peut dire, pour rester optimiste, c'est que ça a toujours été le cas. Les débuts de Chirac et de Schröder n'ont pas été extraordinaires, ceux de Sarkozy et de Merkel non plus. Et puis après, la nécessité, l'évidence s'impose. C'est qu'on ne peut rien faire en Europe s'il n'y a pas une entente étroite avec l'Allemagne. C'est pas toujours spontané. Nos intérêts ne sont pas toujours convergents. Mais il y a eu, au fil des décennies et sous des gouvernements successifs, la volonté de rechercher des positions communes. Et c'est ça qu'il faut faire. Oui. Et je souhaite que
ça continue ou que ça recommence. Vous avez l'impression, vous, que le courant ne passe pas, alors que François Hollande et Merkel disent aujourd'hui le courant passe enfin. Ils disent le courant mais sans électricité. Depuis hier, peut-être, on va voir ce que ça donne. Oui. L'Europe, sur un autre plan vis-à-vis du Mali, Catherine Ashton a dit il va y avoir des initiatives européennes dans les prochains mois pour soutenir la France au Mali. On a l'impression toujours que cette solitude et que l'Europe reste absente de ce dossier. Dans les prochains mois, ça n'est pas acceptable. On sait très bien quelle est la situation au Mali depuis des années et des années. D'ailleurs, l'Europe avait pris l'initiative d'une mission de formation des cadres des armées des pays de la sous-région. Il fallait beaucoup plus vite que dans quelques mois. Nous avons besoin de voir se déployer sur le terrain une force africaine. Et la force africaine ne se déploiera que si elle est formée, entraînée, équipée. Et là, les Européens peuvent nous aider. Donc il faut vraiment que l'appel que nous leur avons lancé soit entendu dans les semaines qui viennent. Valérie Pécresse, à l'UMP, avait dit avec Nicolas Sarkozy, on n'y serait pas allé seuls. Je n'aime pas beaucoup cette publicité comparative. En tout cas, on n'y va pas vite en ce moment. Nous avons approuvé le principe de l'intervention française. J'ai dit moi-même qu'elle était justifiée. Pourquoi ? Parce que la menace terroriste nous concerne. Elle vise Bamako, elle vise l'ensemble de la sous-région, elle vise l'Europe. C'est pour ça que l'Europe devrait se mobiliser. Mais ça n'est pas parce que nous faisons preuve de responsabilité et qu'autour de nos soldats, 3000 soldats déployés sur le terrain. Vous avez dit que nous n'aurions pas de soldats à l'extérieur, qu'on les faisait rentrer d'Afghanistan. On en a 3000 maintenant sur le terrain malien. Donc on leur doit évidemment une unité nationale. Mais ça ne veut pas dire que nous devions nous interdire de poser des questions. Au moment de l'opération en Libye, moi j'étais à ce moment-là au Quai d'Orsay, et je me souviens très bien que dans les commissions des affaires étrangères, les socialistes m'interpellaient souvent en me disant « est-ce qu'il n'y a pas un risque d'enlisement ?» Donc notre devoir, dirais-je même, en tant qu'opposant, c'est de poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui se passe à Bamako aujourd'hui ? Va-t-on vraiment rétablir l'ordre constitutionnel dans cette capitale du Mali ? La médiation des États africains progresse-t-elle ? Où en est-on du déploiement de la force africaine, de son équipement et de son transport sur le terrain ? Que faire vis-à-vis des Touaregs aussi, parce que la situation est complexe dans le Mali. Donc il y a toute une série de questions qui se posent. Mais Laurent Fabius, encore le ministre des Affaires étrangères, a dit ce matin, on n'a pas fini le travail en quelque sorte en Libye, on a laissé des armes qui sont utilisées aujourd'hui par les islamistes. Oui, ça c'est souvent une interprétation qui vise à détourner le regard sur d'autres territoires. Ça n'est pas l'opération en Libye qui a provoqué ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Je parlais des Touaregs tout à l'heure. Ça fait 20 ans ou 30 ans que les Touaregs demandent à être reconnus. Il y a eu d'ailleurs des accords de paix qui n'ont pas toujours été respectés d'un côté comme de l'autre. Alors il est vrai que ce qui s'est passé en Libye a aggravé la situation. Elle ne l'a pas créée, mais elle l'a aggravée parce que des mercenaires sont revenus sur le Sahel et parce que des armes ont été diffusées. Vous diriez, comme ancien ministre lui aussi UMP, Pierre Lelouch, qu'il y a de l'improvisation dans l'action de la France aujourd'hui ? Je n'utiliserai pas ce terme. Nous sommes partis dans une opération qui consistait à stopper l'avancée des colonnes terroristes vers Bamako. Et ça, c'était bien, il fallait le faire par des frappes aériennes. Je n'avais pas vraiment intégré dès le départ que ceci se poursuivrait par le déploiement de 3000 soldats sur le terrain. Je ne veux pas rappeler les déclarations qui ont été faites antérieurement et qui consistaient à dire que la France n'avait pas vocation. Simplement stopper l'avancée des terroristes. Voilà, il me semblait que le but de guerre était celui-là. On a peu à peu évolué vers un autre but de guerre et ceci mérite débat. Il y a une autre affaire, c'est celle de Florence Cassé. Il y a de l'espoir, notamment en France, pour sa libération. Vous étiez ministre des Affaires étrangères, elle était déjà prisonnière au Mexique. Vous avez un commentaire, Monsieur Juppé ? Aucun autre commentaire que l'espoir. Fort heureusement, il y a des raisons d'espérer. Le pouvoir au Mexique a changé. Des faits nouveaux sont apparus, y compris de la part d'une chaîne de télévision qui indique que les conditions d'arrestation de Florence Cassé ont été vraisemblablement bidouillées. Donc, faisons confiance à la justice mexicaine pour mettre un terme à ce calvaire. Merci Alain Juppé d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde. Merci.